Tous les 10 ans, on voyait que l'anniversaire de mai 68 se réduisait de plus en plus. On s'est dit, au lieu qu'ils utilisent nos images de temps en temps pour raconter leurs conneries d'aujourd'hui, de commémoration, donc on a dit, Michel a dit, allez, on fait le film. On a voulu faire partager ce qu'on avait vécu en filmant en mai 68. Pour que les gens se fassent eux-mêmes, l'idée soit en immersion dans les images et dans les sons de l'époque. Ni esclaves, ni robots. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. Allez les gars, allez! Si le patron a quelque chose à dire, il a qu'à faire comme nous, il a qu'à monter sur le mur et puis le dire devant tout le monde. Ça suffit pas tout cela. Il faut voir plus loin. Et le plus loin, pour moi, c'est une société humaine. Et non une société de machines, une société de profit, une société totalement capitaliste. J'étais à l'IDEC, qui est l'équivalent de la FEMIS, dans les années 62-63. Et Michel Andrieux est venu, lui, en 63-64. Donc on a eu déjà une expérience commune à l'école de cinéma, puisque là-bas, même avec Ronan Paulès, qui après a fait partie du collectif ARC qu'on a créé fin 67, début 68, on était déjà partis avec les caméras de l'école. C'était les premières Coutan, les Nagra pour le son et les Coutan pour l'image. Les mêmes caméras que Chris Marker et Jean Rouch avaient expérimentées au début des années 60. Et on est allé filmer la grève des mineurs sans demander l'autorisation. On est parti comme ça. On était déjà très engagés politiquement, anti-staliniens, anticapitalistes, contre la guerre d'Algérie, bien sûr, qui venait de se terminer, mais on était très sensibles à ce qui s'était passé avec la guerre d'Algérie. Et voilà, et donc en 67, comme il y avait la guerre du Vietnam, on s'est retrouvés, puis on a dit, voilà, on va essayer de reprendre cette expérience de cinéma engagé politique. Au début, on devait un petit peu parler de notre statut de réalisateur. Qu'est-ce que ça voulait dire être réalisateur en 68 sous le régime de l'ORTF qui n'avait qu'une seule voix. Alors on a dit, écoutez, le mieux on s'est dit entre nous, le mieux ça serait de tourner plutôt que de parler, quoi. Donc, et puis il y avait cette grande manifestation internationale contre la guerre du Vietnam à Berlin. Berlin, c'était aussi l'université critique avec Rudi Dutschke, qui était un leader des jeunesses social-démocrates allemandes. Ils étaient beaucoup plus en pointe qu'en France. Ils avaient déjà mis en question l'université, l'enseignement à l'université, essayaient de faire aussi le lien avec la classe ouvrière. Et donc, quand on a filmé cette manifestation, on a aussi rencontré des étudiants qui nous ont parlé de l'université critique. Et c'est avec ce matériel qu'on a fait le premier film Berlin 68 et Sigrid, qui est une étudiante qui raconte un peu ce que c'est que l'université critique. Et ces deux films, on les a amenés à Nanterre. Et c'est là qu'on peut dire qu'on a été un peu à l'origine aussi du déclenchement de la fermeture de l'université de Nanterre, parce qu'ils ont cherché une salle pour projeter le film. Et puis bon, il n'y en avait pas, donc ils ont forcé une porte, etc. Et le recteur, du coup, a interdit, a fermé l'université. Et ceux de Nanterre se sont retrouvés à la Sorbonne le 3 mai, date à laquelle commence notre film d'ailleurs, Les Révoltés.
était déjà un collectif de cinéastes. On n'avait pas beaucoup de matériel parce que les petites caméras, les appareils photo, tout ça, ça n'existait pas, la vidéo. Alors on a tourné, on avait une Coutan, un Agra, des petites caméras muettes, ça c'était le matériel de départ. Bon, après, quand mai 68 a commencé, heureusement, nous ont rejoint d'autres opérateurs avec leurs caméras. Et puis, on a pu avoir de la pellicule. Et donc, on a commencé à tourner effectivement au Quartier Latin le 3 mai, mais assez vite, avec la grève générale, la nuit des barricades qui a entraîné la grève générale, et l'occupation de l'île Seguin, de Renault, de Nantes Sud Aviation. Enfin, vous savez que c'était quand même la plus grande grève, même si on essaie de le faire oublier à chaque anniversaire, on essaie de ramener ça au Quartier Latin, mais en fait c'était la plus grande grève que la France a connue, quoi. Camarades, dans ces conditions, le rapport des forces qui aurait pu être changeant ne nous est pas favorable. On était sur le terrain. On n'était pas là à discuter de l'avant-garde, etc., etc. Ça m'intéressait beaucoup plus de faire des films que de discuter en cellule. Même si dans nos films qu'on a fait à l'époque, ces analyses, on les a faites quand même sur les images qu'on a filmées, sur le montage qu'on a fait à l'époque. On a aussi fait des analyses comme ça un peu marxistes sur l'événement. Mais dans Les Révoltés, comme on a travaillé à partir des copies standards. On n'a pas travaillé à partir d'archives ni de négatifs en laboratoire parce qu'il y avait la grève. Donc tout ça a été développé soit en Belgique, soit à Rome. On n'a pas pu remettre la main sous nos négatifs. Donc les premières copies standards, elles sont restées. Puis on a les négatifs, on ne sait pas où ils sont encore 50 ans après, on ne sait plus où ils sont, quoi. Donc on est parti des copies standards, c'est-à-dire d'un son mixé, d'un son optique qui donne aussi, qui a demandé à faire un grand travail sur le son. Et il n'y a aucun commentaire d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est important. On n'a pas voulu qu'il y ait qu'on soit présent dans le film aujourd'hui. Donc on a voulu faire partager ce qu'on avait vécu en filmant en mai 68. Pour que les gens se fassent eux-mêmes l'idée, soit en immersion dans les images et dans les sons de l'époque. Et que, voilà, que ça aboutisse Bon, en même temps, dans les débats, les gens sont complètement dedans, quoi. Ah ben, complètement, oui. Pour nous, il y avait une joie de voir que tout d'un coup, cette première manifestation, ça devenait un fleuve, quoi. C'est-à-dire qu'on débordait sur les trottoirs, on couvrait toute la rue. Bon, c'était... on le filmait, mais même quand on ne filmait pas, on était dedans, quoi. On l'a vécu, comme dit Jean-Christophe Bailly dans un très joli livre qu'il a fait qui s'appelle L'Arbre de mai. Il dit que c'était la pure joie de l'émeute, quoi. On était vraiment enfin que ça a explosé, quoi. Et donc, quand il y a eu la répression, il y a eu tout de suite la réaction. Un peu comme ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs, hein, quand on vous tire dessus ou qu'on vous tape à coups de matraque, il y a un moment donné, on ne se laisse pas faire, quoi. Les autres ont obtenu quelque chose, c'est simplement l'usine Renault et les autres entreprises de l'automobile qui n'ont rien obtenu du tout. Ils se basent sur les accords des Grenelle et puis ils ne veulent pas aller plus loin. Alors nous, vous comprenez, les accords de Grenelle, ça n'est absolument rien. C'est un point si vous voulez, mais c'est pas un point pour nous. Une mauvaise foi évidente de la direction et du gouvernement. Parce que c'est pas du tout pareil qu'en 36. En 36, il y avait quand même le gouvernement qui était pour nous. Cette fois-ci, on sait que le gouvernement de Gaulle est contre nous. Alors on a donc deux personnes qui luttent contre nous, le gouvernement et le patronat. Mais on résistera quand même. Ce qui était intéressant, c'est que les gens avaient vraiment envie de parler. C'était formidable d'avoir ces caméras qui pouvaient permettre de s'approcher, d'avoir un son synchrone, de ne pas avoir, comme faisait l'actualité à l'époque, je ne sais pas si vous avez vu les actualités de mai 68, c'était filmé en 35 mm, souvent de très loin, avec des images impeccables, hein, parce que le 35 mm c'est toujours très beau, et puis un commentaire qui était le commentaire des actualités françaises, donc il n'y avait jamais la parole donnée aux gens. Et mai 68, c'est d'abord le droit à la parole. Tout le monde a le droit de façon égale. Donc au début, on voit quelques leaders qui
qui s'adresse, qui lance le mouvement, mais très vite, c'est aux portes des usines, les gens parlent. Même quand c'est une déléguée CGT, elle reconnaît que c'est sorti de partout et qu'ils ont eu du mal au début, même à canaliser le mouvement, mais que ce n'est pas eux qui l'ont lancé, le mouvement. Voilà. Donc ça, on le sent bien, cette contradiction, que c'est un mouvement spontané de révolte, de ras-le-bol, du fait qu'il y avait plus de 10 ans où ils n'avaient rien obtenu, et que voilà, donc en occupant les usines, ils avaient le pouvoir pendant un certain temps. On a montré l'expression qu'il y a eu en mai 68 à travers les affiches, à travers tout ce qui est les graphes qu'il y avait sur les murs, que ce soit à la faculté, à la Sorbonne ou dans les rues. Ça faisait partie de l'expression de mai 68. Et l'atelier des Beaux-Arts, des affiches, il y en a eu des centaines qui étaient proposées tous les jours pour soutenir les grèves. J'ai vu, moi, quand j'ai vu une exposition à Marseille aussi, qu'à Marseille aussi, il y avait un atelier des Beaux-Arts. Ils ont fait la même chose à Marseille, donc peut-être que partout où il y avait des écoles d'art, ça a dû se faire partout. C'est cette expression-là qui nous a intéressés. Sur la presse, on a utilisé qu'au moment de la grève, enfin après la nuit des barricades, on a utilisé les gros titres des journaux, que ce soit l'Humanité qui a lancé le mot d'ordre de grève générale, ou François qui parlait des barricades et des blessés. Il y a eu de nombreux blessés quand même dans cette nuit des barricades, qui étaient quand même... il aurait peut-être pu presque avoir des morts, on ne sait pas. Enfin, s'il y avait eu un préfet comme aujourd'hui ou un premier ministre de l'Intérieur aussi enragé, quoi, ça aurait été peut-être plus grave. Après 68, on a dit, voilà, on a fait tous ces films, ça reste les films d'art, ça appartient au mouvement, ça appartient au collectif. Moi, comme je suis parti de mon côté, Michel Andrieux, lui, a réalisé des longs métrages, des fictions, des choses comme ça, voilà, bon. Et Pierre-William Glenn, il est devenu le grand chef opérateur qu'on connaît et aujourd'hui il dirige le département images de la FEMIS. On a quand même demandé les visas pour ces films pour qu'on puisse les montrer. Donc il y a eu une projection qui a existé de tous ces films. On les a sortis avec un visa de censure. Et puis il y a les éditions Montparnasse qui en ont fait un coffret, les films de mai 68. Voilà, donc c'est tous les 10 ans, on voyait que ça s'appauvrissait de plus en plus. L'anniversaire de mai 68 se réduisait de plus en plus. On s'est dit, au lieu qu'ils utilisent nos images de temps en temps pour raconter leurs conneries d'aujourd'hui, de commémoration, donc on a dit, Michel a dit, allez, on fait le film, je vais l'écrire, et puis voilà, puis on a commencé à visionner tout ce qu'on avait tourné, et puis les films que le collectif Iskra, le groupe Medvedkin, Chris Marker, avait tourné avant 68 aussi. On a vu les films de Jean-Pierre Thorne, Flins, Oser lutter, oser vaincre, c'était sur les usines Renault à Flins. Il y avait un matériel tellement riche qu'on s'est dit, voilà, il faut absolument qu'on transmette tout ça dans un nouveau film. Et tout ce qui avait été tourné en mai 68 a été remonté en 2018 par Michel Andrieux, moi, Maureen Mazurek, qui est la compagne de Michel Andrieux. Et on a fait tout ça à la maison parce qu'on n'a eu aucun budget pour faire le film. C'est-à-dire le CNC ne nous a pas aidé, même un film pour le scénario, ils n'ont pas voulu. Et pour, une fois le film terminé, qui n'était pas encore mixé et étalonné complètement, mais il était là, il existait comme film, on n'a pas eu d'aide, on n'a rien eu, pas un centime. On n'a eu que la région pour le mixage et l'étalonnage. C'est le seul film cinéma qui existe. Hein. Il existe les films tournés il y a 50 ans, qui étaient des films qu'on retrouve dans le coffret, qui ont leur indépendance aussi, ils sont montés, ils ont leur discours, leur thématique. Et puis celui-là, qui est fait à partir de ceux tournés en mai 68, celui-là qu'on a fait avec Michel Andrieux. Puis il y a eu le film qui a été fait avec Jean-Louis Comolli à partir du livre Les fantômes de mai 68. Donc disons que ce film-là aussi, il a été monté en 2018 à partir d'images tournées en 1968. Enfin, on peut dire qu'il y a deux films qui sont à peu près dans l'esprit révolutionnaire de mai 68, quoi. On a essayé de réveiller les fantômes, comme il dit. Pour le titre, au début, le film s'appelait L'île de mai. Il est passé dans beaucoup de festivals, à Bologne, à Marseille, au Filles de Marseille, avec ce titre-là. Et puis quand on a trouvé notre distributrice, Saïda Kasmi, Bluebird,
Donc elle était enthousiaste, elle a dit oui, mais voilà, je le prends, mais il faut qu'on change de titre parce qu'il ne faut pas que ça reste un titre nostalgique, il faut l'ouvrir sur aujourd'hui. Et c'est elle qui a proposé Les Révoltés. C'est surtout un travail de montage, de choix des séquences. On a démarré et fini chronologiquement. C'est-à-dire les 10 premiers jours de mai, c'est un peu dans la chronologie de ce qu'on a filmé, jusqu'à la nuit des barricades et la grande grève. Ça reste dans la chronologie. Et après, la fin aussi, à partir de la manifestation gaulliste et, du mouvement qui se termine, quoi. Donc là aussi, on a pris la chronologie à partir du début juin jusqu'au 12 juin. On s'est dit, on va pas parler des élections, c'est quand même un piège à con, quoi. Mais entre les deux, forcément, on ne pouvait pas être chronologiquement aux dates où ça démarrait. Donc quand on allait à Nantes Sud Aviation, ça faisait déjà 15 jours que la grève avait eu lieu. À Nanterre, c'était le 20 mai. À Renaud-Billancourt, c'était le 15. Ça, on y était. Puis après, c'est resté. On a travaillé pour qu'il y ait des résonances entre les différentes paroles ouvrières, les paroles étudiantes, les débats qu'il y avait à la Sorbonne, les débats qu'il y avait devant l'usine. Voilà, on a travaillé pour que tout ça résonne ensemble, quoi. Et surtout, on avait envie que cette parole du cheminot qui dit on sait pas, moi je veux bien faire encore quelques sacrifices si mes enfants ne vivront pas comme le capitalisme. Ils vivront dans une société plus juste, plus égalitaire. On repasse au vote. Qui est pour? Qui est contre? Le bail, c'est fini. Maintenant, nos ouvriers ont du temps. À 4 heures le matin, j'ai pu admirer les étoiles. Je travaille en 4-8 à la Rodiaceta. Très beau chant de Colette Magny qu'elle avait fait pour Rodiaceta. Et sur les 4-8, tout ça, donc c'est une belle idée de Maureen Mazurek, que tout d'un coup, quand on voulait montrer les affiches de mai 68, et ben cette musique fait le lien avec voilà, l'élargissement de la lutte. Et puis, voilà, c'est un très beau moment. C'est parce qu'à chaque fois, on oublie la plus grande grève qu'il y a eu en France. 10 millions de personnes qui étaient en grève, hein, quand même. C'est quand même le quart. Il n'y avait pas seulement les usines, hein, tout était en grève. Les Galeries Lafayette, la Poste était en grève, tout était en grève, le métro, la RATP, tout. Même les corps de métier, il y avait les artisans aussi qui revendiquaient, il y avait... Nous, on tournait, mais il y avait aussi toute la profession cinématographique. Le Festival de Cannes a été annulé en mai de cette année-là. Godard, Truffaut, voilà. Ils essayaient de réformer le cinéma. Donc on aurait pu faire table rase de ce qui était avant pour aller, voilà, du passé faisons table rase. Nous ne sommes rien, soyons tout. C'était une utopie, mais c'était possible. Mais bon, qu'est-ce qui a freiné tout ça? C'est ça qu'il faut analyser aujourd'hui. Les accords de Grenelle, ça a apporté beaucoup. Hein, ça a apporté quand même l'augmentation du SMIC, ça a augmenté la 4e semaine de congé payé, la liberté syndicale, le droit syndical, plein de choses qui aujourd'hui d'ailleurs disparaissent. Hein. La retraite à 60 ans, aujourd'hui on va aller jusqu'à 70 pour essayer de pressurer au maximum là où on peut prendre. Voilà, bon. C'est notre métier, hein, quand même, le cinéma, donc on a voulu transmettre ça, quoi, de faire que sur mai 68, il y ait quand même quelque chose le plus complet possible. Bon, on n'était pas partout, il n'y avait pas les moyens qu'il y a aujourd'hui. Et donc voilà, le film un peu qui rend compte de l'événement, un peu comme Ludivine Bantigny qui a écrit ce magnifique livre. Elle a fait une enquête aujourd'hui dans toute la France, mais elle ne l'a pas fait que comme une historienne froidement, elle l'a fait aussi en empathie avec les témoins qu'elle a retrouvés. D'ailleurs, on le retrouve, cette empathie, quand on projette le film avec les gens qui interviennent. À Lyon, à Chambéry, par exemple. Bon, des fois, il y a beaucoup de têtes grisonnantes dans la salle. Et puis, il y a aussi des jeunes. Et ce qui est bien, c'est que les jeunes, ils ont envie aussi de montrer le film à l'université ou ailleurs. Et ils disent aussi, oui, bah,
aujourd'hui, ils participent, eux, au mouvement des Gilets jaunes, parce que c'est de leur âge, quoi, de poser des questions aujourd'hui contre ce système inégalitaire et tout. Qui a démarré un peu dans la confusion, mais un peu, ça s'est très vite éclairci de pourquoi tout d'un coup cette histoire d'essence c'était si important, à cause du fait que tout d'un coup, pour eux, ils étaient déjà écartés de tout, puis maintenant, je crois qu'avec la prise de parole qu'ils ont dans les carrefours, la solidarité qu'ils ont retrouvée, l'opinion publique était quand même pour eux, hein, qui les a soutenus longtemps. Enfin, encore maintenant, je pense. Je trouve que c'est une lutte que, depuis chaque samedi, ils donnent à chaque fois de leur personne et de leur corps et de leur chair, quoi. Hein, c'est dur. Moi, je sais pas, tant qu'il y aura pas tant que les luttes seront pas générales, ou comme on parle des convergences de lutte, tant qu'il n'y aura pas tout ça, ça restera un mouvement revendicatif, quoi, mais... Je ne sais pas, vous croyez, vous, qu'on peut changer de régime? Non, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura de nouvelles élections, il y aura d'autres gens qui vont prendre le pouvoir. On est un petit peu déçus de tout ce qui se passe à chaque fois. Alors, ils vont obtenir peut-être encore plus de choses, mais est-ce que ce gouvernement qui a la police, l'armée avec eux, on ne renverse pas comme ça un État quand on voit qu'ils sont prêts à tuer, à tirer, même quand des intellectuels, soi-disant intellectuels, disent qu'il ne faut pas hésiter à utiliser les armes. Il n'y a pas beaucoup d'intellectuels qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes, mais ça commence quand même. Moi, j'ai reçu beaucoup de textes ou de choses à signer ou à partager, où il y a vraiment... c'est un mouvement populaire, hein, comme il y a eu dans toute révolution, c'est un mouvement populaire. C'est à nouveau la lutte des classes qui s'est manifestée très clairement là, dans ces prises de parole nostalgiques. J'espère qu'on arrive à mettre à bas un système inégalitaire qui est de pire en pire, quoi. Moi, je trouve je pense surtout à mes enfants. Hein. Nous, individus, il faut voir plus loin. Tant qu'on ne réformera pas les structures de base, telles que l'université, eh bien, on aura des hommes qui continueront à penser capitaliste. Moi, je veux bien encore baver quelques années si demain mon fils me dit « Papa, t'es un imbécile, c'est pas comme ça qu'il faut penser ». C'est ça le plus important. Nos revendications sont importantes actuellement, bien sûr. L'amélioration du travail, la gestion démocratique, toutes ces conditions-là. Notre vie familiale qui est perturbée, qui est anormale, il faut le dire. Mais en plus de tout ça, et pour moi, je le dis franchement, c'est le plus important, c'est le futur qu'il faut penser. Si ça ne nous suffira pas, on payera 10 000 balles de plus d'impôts et on sera quoi? On sera possédé comme d'habitude. Ça ne suffit pas tout cela. Il faut voir plus loin. Et le plus loin, pour moi, c'est une société humaine. Et non une société de machines, une société de profit, une société totalement capitaliste.